Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une des actualités, le président de la République est actuellement en déplacement à Sainte-Marie. Il y procédera à l'inauguration de plusieurs infrastructures relatives au tourisme. Pour ce soir, il a inauguré le balisage lumineux de la piste de l'aéroport international de Sainte-Marie. Par ailleurs, l'aéroport Avoura a reçu son certificat d'aérodrome. Grâce à la mise en place de ce balisage lumineux, l'aéroport de Sainte-Marie peut désormais accueillir des vols internationaux de jour comme de nuit. Plus de détails dans notre prochaine édition. Dans un tout autre sujet, la région de Betsbouk a des forages afin de permettre l'accès à l'eau potable, selon le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. 11 forages ont été inaugurés hier par le ministre Amay Vatanan. Amay Vatanan, région de Betsbouk, est une ville réputée pour sa température qui est la plupart du temps élevée et où l'accès à l'eau potable est difficile. Pourtant, cette ville a une nappe phréatique qu'on peut exploiter grâce à des forages. Les habitants de Amay Vatanan ont exprimé leur besoin d'avoir accès à l'eau potable. Ainsi, pour répondre à cette demande, le gouvernement a entrepris la mise en place de nouveaux points d'eau dans la région de Betsbouk. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ravouka Chafidinyav, a déclaré que fournir de l'eau à tous les habitants est la concrétisation de l'engagement numéro 2 du président de la République. Il a également précisé que d'autres forages seront réalisés dans d'autres endroits, que ce soit à Amay Vatanan ou dans d'autres localités de cette région, notamment dans le district de Taratanan et de Kajeu. En politique, la caution de 200 millions d'ariars ne peuvent pas faire l'objet d'un débat. Chaque parti politique devrait avoir son propre fonds, donc cette somme ne devrait pas être un obstacle pour ces partis. Un édito de Saï Sylvain. Les politiciens veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est ce qui vient à l'esprit quand on voit la politique à Madagascar, surtout après le conseil du gouvernement qui a fixé la caution pour participer à la présidentielle. Les quelques personnes qui ont publiquement annoncé leur candidature se disent sous le choc. Selon ces derniers, le montant de 200 millions d'ariars est exagéré. Ils qualifient cette décision d'injuste. Le gouvernement a fixé cette somme pour empêcher un tel ou un tel de se présenter, prétendent-ils. Ces politiciens semblent oublier qu'il s'agit d'une présidentielle et donc de la vie de la nation pour laquelle nul ne devrait marchander. Un candidat potentiel argue que la caution à payer pour les élections devrait être symbolique. Un autre, complètement à côté de la plaque, dit qu'il s'agit d'une élection anticipée. À ce titre, selon toujours le candidat, le montant de la caution devrait rester à 50 millions d'ariars. Encore une fois, il semble vouloir ignorer l'enjeu de cette élection. Certes, 200 millions d'ariars est une énorme somme pour le citoyen lambda, mais pour la gouverne de ces candidats déclarés, leur candidature est celle de leur parti ou du parti qui le soutient. À ce titre, un parti politique a un fonds constitué de cotisations des membres. Il bénéficie également des financements de partenaires. Les 200 millions d'ariars ne devraient donc pas poser de problème, surtout pour un véritable parti et pour un parti digne de ce nom. Par ailleurs, pour leur gouverne également, un minimum de recherche leur aurait permis de savoir que de nombreux pays d'Afrique ont augmenté le montant de leur caution pour les présidentielles. Au Bénin, par exemple, les candidats doivent payer 380 000 €, 100 000 € en Guinée, 88 000 à la RDC. Le point commun de tous ces pays avec Madagascar est l'utilisation du bulletin unique. Pour rappel, le montant de la caution est 4 fois plus élevé par rapport à l'élection de 2018. À l'époque, 36 candidats ont été enregistrés. Qu'en sera-t-il pour les élections du 9 novembre ?
Dans le domaine de la santé, 7 établissements sanitaires ont reçu le certificat de label 5S grâce à l'amélioration de l'ordre et la propreté des infrastructures ainsi que l'amélioration de l'accueil et des services en 2022. Ce sont les critères requis pour la labellisation. Les certificats ont été remis aujourd'hui et 4 de ces 7 récipiendaires du prix l'ont déjà reçu et ont été sélectionnés à nouveau après enquête. Radraman Zatouf, Anzara Zanarvelo. Afin de garantir la pérennisation de l'adoption de l'approche, mais aussi de garder les qualités de travail des formations sanitaires, le ministère de la Santé publique a mis en place le système de certification nationale label 5S. L'obtention de ce certificat national permet de valoriser les établissements sanitaires, mais aussi la qualité de service pour les usagers. En effet, l'ordre et la propreté des infrastructures, l'accueil et les services dans les établissements sanitaires, tels sont les critères de choix des grands hôpitaux ou CSB qui reçoivent le label 5S. L'approche 5S Kaizen a été introduite dans la formation sanitaire à Madagascar depuis plus de 15 ans maintenant. Il a permis aux formations sanitaires d'avoir une bonne image avec comme motivation l'amélioration continue de la qualité ou Kaizen. Pour l'année 2022, 18 établissements sanitaires ont participé à ce concours. Les résultats de l'enquête ont été publiés ce jour et 7 établissements sanitaires ont été labellisés. 4 d'entre eux l'ont déjà reçu auparavant et ont été sélectionnés à nouveau dans le CHU Me Amboimianch, le CHU Adjainzat Fenaransu, le CHU Med Tsaralalan et le CSP2 Ambalavat. 3 nouveaux établissements ont reçu le label 5S à la suite des enquêtes menées l'année dernière dont le CHU Place Kabar Antiranen, le CSP2 Amboud Manjais et le CSP2 Anzumakel, commune Bungatsar, dans le district Tatimjan. Ceux qui ont reçu le label 5S aujourd'hui sont prêts à poursuivre leurs efforts pour améliorer leurs services de santé. Et plus de 300 enfants du 4e arrondissement ont bénéficié de circoncision de masse durant 4 jours au CSB de Namuntan. Organisé par le maire Nenanjiat Sitouane, c'est la concrétisation du Velran Nyariv. Détails sur les images de Yves Janel. Plusieurs familles vulnérables, issues du 4e arrondissement, ont emmené leurs fils se faire circoncire au CSB de Namuntan. Elles ont choisi d'attendre la circoncision de masse, car le coût d'une circoncision dans les cliniques privées peut atteindre jusqu'à 200 000 ariars. La santé de proximité fait partie de l'engagement du maire de la commune urbaine d'Antananarivo pour les habitants de la capitale, le Velran Nyariv. Raison pour laquelle le maire, l'association MVBA et les arrondissements ont organisé cet événement. Après celle du 4e arrondissement qui a duré 4 jours, ce sera au tour du 5e et du 6e arrondissement de bénéficier de cette circoncision de masse. Selon les explications, en cas de complications, le maire prendra en charge les soins des patients. Les enfants ont également reçu des jouets et des friandises. Du côté de Tolagnar, la signature de convention entre la commune urbaine de Tolagnar, la société Fanjesen et le projet WHH pour la gestion et le traitement des déchets d'Ankarif et de Soneran s'est déroulée la semaine dernière. Il a été également convenu que la commune urbaine de Tolagnar sera chargée de l'assainissement de la ville et du transport des déchets vers la décharge d'Ankarif. La coopération entre la commune urbaine de Tolagnar et le projet WHH dans le cadre du PASSAT 3, financé par le gouvernement allemand, pour la gestion et le recyclage des déchets dans les décharges dans les communes d'Ankarif et de Soniaran, à 5 km de Fort-Dauphin, a débuté en 2021. Cela a été suspendu pendant un certain temps, mais la signature de convention tripartite entre la commune urbaine de Tolagnar, la société Fanjesen en charge de la gestion et du recyclage des déchets et du projet WHH de Passat 3, effectué la semaine dernière, a marqué sa reprise. Cette convention stipule que le rôle de la commune urbaine de Tolagnar est limité à l'assainissement de la ville et au transport des déchets. Lors de cette cérémonie de signature, l'équipe de la commune a procédé à la sensibilisation pour le vidange des toilettes au niveau des Fukuntagnes et la propagation des excréments.
L'association en charge de la gestion et du recyclage des déchets en engrais a débuté ses activités depuis lundi dernier. Et puis la méthode de travail des greffiers sera améliorée. Un logiciel dénommé Tsara Antk sera utilisé pour ce faire, selon la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Lande Boulati Naranjamanatenasu. À cet effet, un atelier qui a vu la participation de tous les greffiers en chef au tribunal de première instance dans tout Madagascar, ainsi que du président du syndicat des greffiers, a eu lieu hier à Tanarène. Toujours selon le ministre de tutelle, l'amélioration du domaine de la justice nécessite également l'amélioration au niveau du corps des greffiers. Et côté sport, l'équipe nationale malagasy, les Baréas de Madagascar, seront aux prises avec deux vieilles connaissances lors des éliminatoires de la Coupe du monde de football de 2026, zone Afrique. En effet, Madagascar sera dans le groupe I avec le Ghana, la Centrafrique ainsi que les Comores. Le Tchad et le Mali composeront également ce groupe. Le premier de chaque groupe sera directement qualifié pour la Coupe du Monde si les 4 autres meilleures équipes s'affronteront dans un mini-championnat. La Coupe du Monde de 2026 compte 9 groupes de 6 équipes, donc au lieu de 32 équipes, 48 participeront aux éliminatoires de ce mondial qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. L'Inde n'est pas le seul pays à l'honneur par le défilé du 14 juillet 2023. Plusieurs partenaires africains comme le Bénin, le Gabon, la Côte d'Ivoire ou Madagascar verront pour la première fois des élèves de leur lycée militaire parader auprès de leurs camarades français lors de la fête nationale. France 24. Il est 5 heures sur les Champs-Élysées. Des élèves de lycées militaires africains répètent pour le défilé du 14 juillet. Ils sont prêts comme tous les autres, comme tous les autres Britanniques, africains qui sont là. C'est-à-dire le Sénégal, Madagascar, Côte d'Ivoire, le Gabon, le Bénin et le Congo qui est là. Tout le monde est... Soyez rassurés, tout le monde est prêt. Pour la première fois, ces établissements feront partie intégrante de la cérémonie. Ce n'est pas compliqué parce que dans ma tête, je suis juste là pour la mission. Donc, tout le reste, ça passe. Et puis, je ne suis pas seul. Donc, nous tous, on a assez d'énergie pour pouvoir accomplir ce qu'on doit faire. 4 lycées militaires français ont été jumelés avec 7 écoles de pays africains. Ce n'est que la première étape de la nouvelle politique française en Afrique voulue par Emmanuel Macron. La grande école militaire de Saint-Cyr contribue aussi à ce partenariat en accueillant des étudiants internationaux. C'est la jeunesse de chacun de nos pays. Ce sont ces liens très tôt parmi les jeunes qui doivent permettre de poursuivre ce partenariat dans le temps au profit de nos armées mais aussi des relations bilatérales de pays à pays. Alpha fait partie des 10 élèves de nationalités africaines de sa promotion. Cette année, ce sera son dernier défilé avant de rentrer au Sénégal pour y devenir chef de section d'une unité d'infanterie. Il y a une fraternité qui, au bout de ces 3 années, s'est installée entre nous et qui va perdurer dans le temps. Dans l'éventuel tout, on va se retrouver dans d'autres contextes, sur d'autres territoires. Ces fraternités seront un outil, en tout cas, qui va nous aider à raffermir les liens, à travailler ensemble, main dans la main avec nos camarades français. C'est une vraie chance pour nous puisque ça nous permet de découvrir déjà d'autres cultures, mais aussi d'autres manières de travailler. Donc on est très content d'échanger avec nos camarades. Et évidemment, ça nous permet de lier des amitiés qu'on gardera toujours. Et c'est bien d'avoir des amis aux 4 coins du monde. Voilà. Ça nous permet de nous ouvrir un peu plus au monde. Et c'est très sympa. On en est très contents. Cette forte cohésion est exactement ce que souhaite l'armée de terre française. Les générations futures de militaires auront ainsi, sur le terrain, des alliances solides forgées depuis les bancs de l'école.
Et ce traditionnel défilé militaire du 14 juillet a débuté ce matin à Paris sur les Champs-Élysées en présence d'Emmanuel Macron et du Premier ministre indien Narendra Modi, invité d'honneur. Après le passage de la patrouille de France, le défilé à pied a été ouvert par 240 membres des forces armées indiennes. Ils ont ensuite laissé place aux troupes à pied de l'armée française, puis aux hélicoptères et aux troupes motorisées et montées. L'animation finale a été pensée pour célébrer les 80 ans de la médaille de la Résistance. Un résumé avec France 24. Le défilé qui touche vraisemblablement à sa fin. Le défilé qui touche à sa fin avec peut-être un moment final, un tableau final dont vous pouvez nous dire deux mots, commandant. Oui, tout à fait. Donc le tableau final est en fait une animation pour célébrer les 80 ans de la Résistance. Donc à la fois les 80 ans de la médaille de la Résistance, mais le début d'un cycle, puisque l'année prochaine, il y aura la célébration du débarquement en Normandie, ce sera les 80 ans, mais il y aura aussi de la libération de Paris notamment. Donc voilà, donc nous sommes là dans cette animation finale, la clôture du défilé, les 80 ans de la Résistance. Donc un cycle mémoriel. Donc vous retenez quoi aujourd'hui de ce 14 juillet? Qu'est-ce qui vous aura marqué? Eh bien, comme le thème l'indique, bien sûr, c'est les forces morales. Les forces morales, ce lien entre la jeunesse avec son armée, le lien avec les anciens, notamment issus de cet esprit de résistance d'il y a 80 ans. Et puis c'est la solidarité stratégique avec nos partenaires. Il est essentiel de développer des partenariats pour assurer la stabilité et la sécurité. Cela a été illustré par l'Inde, les 25 ans du partenariat stratégique avec l'Inde, mais aussi avec nos alliés, les 14 pays là, qui étaient présents lors de l'animation initiale de la musique internationale, donc présents au Sahel. Et vous avez pu voir dans les différentes unités qui défilaient plusieurs représentants de nations. Il y a aussi les lycées de défense africains, ce lien fraternel qui unit la France à ses partenaires africains. Et enfin, toute une gamme de capacités interarmées qui a pu défiler aujourd'hui et qui sont essentielles. La nation a pu faire corps avec son armée lors du défilé. Alors, est-ce que ce 14 juillet marque aussi l'entrée de l'armée française dans une nouvelle ère, puisqu'il y a une loi de programmation militaire qui va permettre d'accroître assez massivement les budgets de l'armée? C'est un tournant? La guerre n'a pas changé de nature, hein. Elle a changé d'échelle, mais là, la loi de programmation militaire qui voit une augmentation de 40% du budget permet aux armées de se transformer et de faire face aux défis et aux menaces actuelles. Merci beaucoup, commandant. Donc c'est bientôt la fin de cette cérémonie. Emmanuel Macron, à l'issue de cette cérémonie, va aller rencontrer les familles des soldats qui ont été blessés ou qui ont péri au combat pour leur rendre un ultime hommage. Plus tard dans la journée, il dînera avec son invité du jour, le Premier ministre indien Narendra Modi. Préoccupé par la situation au Soudan, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a annoncé avoir lancé une enquête pour crimes de guerre dans la région soudanaise du Darfour, où au moins 87 personnes ont été enterrées dans une fosse commune. Il appelle à ne pas permettre à l'histoire de se répéter. France 24. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. Des dizaines de personnes du groupe ethnique massalite ont été massacrées et enterrées dans une fosse commune au Darfour, a indiqué l'ONU ce jeudi. Selon les Nations Unies, les coupables seraient les paramilitaires des forces de soutien rapide. Selon les témoins, il est difficile d'obtenir l'autorisation d'enterrer les corps et beaucoup de cadavres des victimes ont été laissés dans les rues pendant plusieurs jours. Une famille nous a raconté qu'elle a dû attendre 13 jours avant de pouvoir récupérer le corps d'un membre de sa famille, un dignitaire mazali. Des RSF qui nient toute responsabilité. Des affrontements ont éclaté en avril entre l'armée soudanaise et les forces rivales des RSF. Le conflit a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 3 millions de personnes. Environ 10 cessez-le-feu ont été négociés depuis le début du conflit, mais ils n'ont jamais été respectés. Jeudi, les dirigeants des pays voisins se sont réunis au Caire et ont annoncé que leurs ministres des Affaires étrangères travailleraient ensemble pour élaborer un plan de paix.
Nous appelons les parties en conflit à mettre fin à l'escalade, à s'engager en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et durable, à mettre fin à la guerre et à empêcher l'effusion de sang des Soudanais. Les Nations Unies ont averti que le Soudan est au bord d'une guerre civile totale. Le pays se divise de plus en plus sur des lignes ethniques et tribales. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Hanjamalal. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Viva. Au revoir.